Bonjour et bienvenue à tous pour ce GPS pour la famille. Aujourd'hui, nous accueillons François Vermersch, qui est enseignant en physique-chimie en lycée et qui est papa de bientôt 6 enfants, dont l'aîné a 15 ans. Bonjour François et bienvenue sur ce GPS. Bonjour Emmanuel. Donc l'objet de ce GPS, c'est l'orientation de nos jeunes. Anticiper, c'est gagner. Donc l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques outils pour aider nos jeunes à anticiper et à préparer leur orientation. Et on verra que plus on anticipe, meilleur c'est et on a plus de chances de gagner. Alors voilà, plus précisément, on va aider notre jeune à trouver une place dans le monde du travail, que j'ai mis en bleu ici. Et en fonction de qui il est, donc c'est sa personne que j'ai mis en rose ici, et sur ça, on va rajouter un troisième élément qui est le parcours scolaire. Donc voilà, l'objectif, c'est de trouver cette intersection entre ces trois zones, donc sa personne, le monde du travail et qui il est. Donc naturellement, un plan en trois parties. Tout d'abord, une première question qui est quelle est la vision du travail que j'ai moi dans ma culture familiale? Parce que naturellement, cette vision que j'ai moi va influencer mon jeune dans ses choix de métier et va lui donner une propre vision du travail. Ensuite, donc la question qu'on se pose, voilà, la valeur du travail dans ma question, dans ma culture familiale, c'est la réponse à la question qu'est-ce qui me motive à aller travailler? Ensuite, on va voir la construction progressive du projet professionnel, cette intersection entre les trois zones, donc qui il est, comment est le monde du travail et quelles sont les possibilités offertes par le parcours scolaire, par les études. Et enfin, quel choix concret? Donc, je vais survoler pas mal de questions qui reviennent souvent. Quel bac, quel lycée, quelle spécialité pour un bac général et parcours sup dans tout ça. Donc, premièrement, la vision du travail dans ma culture familiale. Donc, c'est la réponse à qu'est-ce que je cherche au travail. Donc, trois niveaux de motivation. Quand je vais travailler, ça va répondre à il y a trois motivations qui peuvent me pousser à aller travailler. Les motivations extrinsèques, intrinsèques et une motivation un peu plus élevée qui est le don de soi. Pour présenter ces trois motivations, je vais m'appuyer sur deux exemples. Donc, le premier exemple, ce serait un tailleur de pierre. Donc, pourquoi le tailleur de pierre va-t-il travailler? Pour gagner de l'argent. Donc c'est quelque chose parce qu'il a besoin d'argent pour vivre. C'est vraiment même pas l'argent en tant que prestige, c'est l'argent pour vivre parce qu'il n'a pas le choix. Un deuxième niveau qui est un niveau intrinsèque de motivation, c'est il va travailler pour nourrir sa famille. Donc c'est quelque chose qui est déjà plus intégré à lui-même et il a fait plus sienne cette motivation d'aller travailler. Et enfin, le dernier niveau de motivation, qui est un niveau qui est tourné de nous vers l'extérieur, qui est ce tailleur de pierre, en fait, va faire des cathédrales. Donc l'image de la cathédrale avec quelque chose qui est plus grand que nous. On retrouve ça sur un autre exemple, qui est par exemple le chirurgien. Donc le chirurgien va faire des opérations pour gagner de l'argent parce qu'il en a besoin pour vivre, pour nourrir sa famille, pour la reconnaissance, pour le prestige, et on monte et jusqu'à sauver des vies. Et chaque travail, quel qu'il soit, c'est-à-dire que la même tâche technique, peut être vue avec ces trois visions. Donc à nous de nous positionner sur où est-ce que j'en suis. Parce que naturellement, ça va avoir un impact sur la façon dont je parle du travail à mon enfant. Et fatalement, il va se positionner soit en rejet, soit en pleine adhération. Enfin, il va adhérer de façon plénière euh, à mes motivations à moi. Donc voilà, donc je trouve que ces trois leviers de motivation sont très intéressants parce qu'ils sont aussi des leviers pour nos enfants. Ça veut dire que même pour le mettre au travail au lycée, on va aller chercher sur un de ces trois niveaux-là. Un deuxième outil pour m'aider à voir quelle est la vision de mon travail, ce sont ce qu'on appelle les dynamiques de vie. Alors je vais les énumérer assez rapidement. Les dynamiques de vie, ce sont les raisons pour lesquelles je me lève le matin. Et c'est aussi, à contrario, les raisons pour lesquelles si je ne trouve pas cette dynamique de vie au travail, je suis capable de quitter un travail. Donc, naturellement, il va y avoir une question qui se pose, c'est voilà, est-ce que dans mon travail, je trouve
mes dynamiques de vie et naturellement, le travail, enfin, le projet professionnel qu'on va essayer de construire avec notre enfant doit répondre à ces dynamiques de vie. Alors voilà, comme promis, je les énonce rapidement. Donc le management, l'expertise technique, l'autonomie, la stabilité, la créativité, le service, le challenge et l'équilibre de vie. Donc voilà, si on n'a pas ces dynamiques de vie qui sont dans notre travail, alors il y a quelque chose qui est bancal. Et la personne a du mal à aller travailler parce que ça ne répond pas et c'est quelque chose qui ne sera pas possible à long terme, si les dynamiques de vie. Ces deux outils sont assez utilisés dans les, hop, je cherche les mots, quand les gens font des burn-out et qui font des bilans de compétences, voilà, les dynamiques de vie ne sont pas respectées. Et donc, voilà, on met en place cet outil pour voir quelles sont les dynamiques de vie et ensuite chercher un travail en adéquation avec ce dont la personne a besoin. Donc voilà, après cette première partie assez rapide qui présente deux outils pour, euh, pour voir comment le travail, quelle représentation le travail a dans ma famille, dans la façon dont j'en parle, et comment moi je le vis, je vais pouvoir ensuite accompagner mon enfant. Alors on va essayer de voir comment construire progressivement le projet professionnel de son enfant. Et donc on va s'intéresser à la première zone de mon petit schéma en bas à droite, qui est la personne. C'est-à-dire, voilà, il serait complètement utopique de vouloir projeter une tradition familiale, une idée sur son enfant sans voir qui est mon enfant. Alors, il existe beaucoup d'outils pour, euh, pour connaître son enfant. Il y en a des très bons sur le GPS pour la famille. Ici, ce n'est pas le lieu pour m'étendre dessus, mais je vais en énumérer quelques-uns. Donc, il y a tout ce qui est question de tempérament, caractère, avec de nombreux de tests qui existent. Il y a aussi les types d'intelligence, intelligence logico-mathématique, intelligence artistique, intelligence de la relation. Quels sont ses points faibles? Quels sont ses points forts? Ça paraît évident, mais c'est vraiment la première question, c'est même pour ça que je l'ai appelée la phase zéro, qui est mon enfant? La deuxième question pour connaître son enfant, la deuxième question à lui poser, c'est qu'ai-je envie de faire? Voilà, quels sont ses rêves, quelles sont ses aspirations? Souvent, à des élèves en quatrième, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils ont des rêves. Ils veulent être footballeurs, ils veulent être vétérinaires, ils veulent être président de la République. Donc on a des grands rêves que nous, tout doucement, on va tirer on va rendre compatibles avec le monde du travail, sans détruire ce rêve, mais avec des principes de réalité. Quelles sont les dynamiques de vie de mon enfant? Donc, assez souvent, les enfants vont répéter les mêmes dynamiques de vie euh, que leurs parents. Voilà, très souvent, quand les parents sont fonctionnaires, les enfants sont fonctionnaires aussi parce qu'ils recherchent la stabilité du travail. Quand les parents sont chefs d'entreprise, les enfants aussi cherchent à diriger, à avoir du challenge. Et quelles sont les motivations de mon enfant? Est-ce qu'il veut gagner de l'argent? Est-ce qu'il veut être reconnu? Le prestige? Quels sont les moteurs qu'il a derrière ce projet professionnel? Tu veux être président de la République. Pourquoi? Le prestige, être connu, sauver la France. Voilà, toutes ces questions qu'on a à poser à notre enfant. Donc, c'est la phase zéro qui est vraiment en amont du lycée. Euh, on arrive en général en quatrième avec des enfants qui ont un projet professionnel, voilà, la liste que j'ai énumérée tout à l'heure, président, vétérinaire, vétérinaire dans les zoos, des choses assez spécifiques mais assez difficiles d'accès. Et on va partir de ça pour les emmener vers un projet professionnel en phase avec le monde du travail. D'où la deuxième question, c'est la deuxième phase, connaître le monde du travail. Alors voilà, quelques questions. Comment fonctionne le monde du travail? Je pense que ça doit faire l'objet de discussions à table. Quand vous avez des amis qui viennent, euh, il est assez bon qu'un enfant entende voilà, de faire parler les gens de leur travail, des ressorts qui les animent, de comment fonctionne ce travail. C'est souvent des gens qui ont un métier qui est assez différent d'une autre. Donc, c'est des occasions de connaissance, de connaître le monde du travail. Ensuite,
quels sont tous les métiers qui existent. Alors, tout, c'est un petit peu exhaustif, mais voilà, de donner des idées, aller se renseigner. Et puis, un levier qui marche assez bien aussi, c'est bah, quels sont les domaines qui recrutent. Parce qu'on commence à comprendre qu'il va falloir aussi cette adéquation avec le monde tel qu'il est. Et aujourd'hui, les secteurs qui sont, j'en ai mis quelques-uns qui sont plus dans mon domaine de compétences, mais voilà, on en voit assez facilement aujourd'hui des enfants en informatique, dans le domaine des énergies vertes, tout ce qui est métier en tension, des métiers plus manuels. Voilà, allez se renseigner. C'est pour des gens qui vont chercher par exemple de la stabilité, ils vont être contents d'aller travailler vers un métier, un domaine qui recrute. Les moyens, ben voilà, c'est le réseau. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, nos amis, les gens qu'on fréquente, leur faire parler de leur métier. Le parcours des aînés, donc les grands frères et grandes sœurs, les cousins, les grands frères, les aînés de nos amis, sont de très bonnes occasions de découvrir le monde du travail, le monde des études, les stages, les stages en seconde, en troisième, à ne pas négliger, euh, des stages volontaires aussi. Le mois de juin finit assez, enfin l'année scolaire finit assez tôt, par exemple en seconde. Ça peut être une très bonne idée d'aller envoyer votre enfant faire un stage pour découvrir un travail, voilà, un métier, mais aussi des petits boulots, faire la caisse, aller faire les vendanges, ce genre de choses permet aussi de mettre tout doucement un pied dans le monde du travail. Voilà, ils vont découvrir comment ce monde fonctionne. Donc, à nous de les accompagner et à nous aussi de faire des recherches. C'est-à-dire que s'ils ont des idées qui sont complètement en dehors de nos champs de compétences, ça va nous demander, nous, un travail de, voilà, quel est, quel est voilà, comment se passe ce métier dont mon enfant rêve? Quelles sont quelles sont les contraintes, quels sont les tenants, les aboutissants voilà, de ce métier que mon enfant recherche. Et tout ça, ça doit faire l'objet de discussions en famille, de discussions avec mon enfant. Donc l'objectif, c'est de les aider à trouver une adéquation entre ce qu'ils sont et le monde du travail. Ça veut dire que voilà, il y a des métiers qui sont pas possibles, ils ont des projets qui sont pas réalistes parce qu'il y a le monde du travail tel qu'il est. Et le rôle des parents, ça va être voilà, de rapprocher ces deux zones qu'on voit en bas à gauche entre sa personne et le monde du travail et d'aller trouver une adéquation, une zone possible sans décourager, mais voilà, avec un principe de réalité, en partant de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont comme projet, et tout doucement le faire tendre vers ce qu'est le monde du travail. Alors comment? Bah, ça, comme avec des ados, avec des discussions. Voilà, on connaît nos ados qui descendent le soir vers 21h quand les petits sont couchés. C'est un très bon moment. Voilà, partir de leurs idées, partir de leur motivation. Donc j'insiste, ouais, la discussion euh, et la discussion aussi avec avec ce que j'ai appelé les aînés. C'est-à-dire ouais, les envoyer discuter, bah, va discuter avec ton cousin de comment se passe son métier, ses études, euh, voilà, créer ces opportunités. Dans ces discussions, on va les aider à la projection. C'est-à-dire qu'on va leur donner cette hauteur qu'ils n'ont pas habituellement en tant qu'enfants. Alors voilà, les avantages d'un métier. Moi, petit, je voulais être cuisinier. Assez vite, on m'a dit qu'il y avait les horaires. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir une vie de famille. Et très vite, j'ai abandonné le métier cuisinier, mais sans qu'on m'ait découragé. C'est-à-dire, voilà, c'était un simple jeu de contraintes m'a fait comprendre que c'était pas possible pour moi. Être force de proposition. Donc ça, c'est pour des enfants qui ont moins d'idées ou qui ont simplement une idée globale. On va essayer d'aller apporter des idées, de creuser leurs idées, mais voilà, tu veux bosser dans l'informatique, il y a beaucoup de choses à faire dans l'informatique. Voilà ce qui existe. Chercher à comprendre ce qu'ils cherchent derrière une idée de métier. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure derrière l'idée de je veux être président de la République. Il peut y avoir beaucoup de motivation derrière un métier comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu cherches? Et peut-être voir, pour créer cette adéquation avec le réel, comment tu pourrais trouver ce que tu cherches ailleurs. Et si panne sèche, une question qui marche assez bien, que j'utilise avec mes élèves, bah, qu'est-ce que tu veux pas être? Donc là, tout de suite, j'ai des réponses. Je veux pas être avocat, je veux pas être médecin. Et, euh, et assez vite, on prend, alors soit c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils osent pas dire,
soit ils n'ont vraiment pas d'idée et on va commencer à dégrossir avec ceux qui ne veulent pas être. Et en cas de panne sèche aussi, je conseille fortement de rencontrer un coach en orientation. Alors certes, c'est un budget, on est aux alentours de 400 euros, 600 euros, euh, mais voilà, on est sur un projet de vie. Et quand en seconde, première, terminale, le projet est vraiment page blanche, un coach en orientation va faire ce travail de qui est la personne, qui est l'enfant que j'amène, et quel est le monde du travail. Et ils ont des ressources, ils ont des très bons outils de connaissance de l'enfant, et ils ont une bonne connaissance en général du monde des métiers, et ils arrivent à faire cette adéquation. Et souvent, les enfants que j'envoie en coach d'orientation, le coach fait aussi un travail important sur les parents. C'est-à-dire, voilà, des parents vont accepter que même si ça fait 5 générations qu'on a des chirurgiens dans la famille, le petit que j'amène ne sera pas chirurgien. Et voilà, c'est une victoire parce qu'il n'aurait pas réussi. Dès la seconde, clairement, on voyait que ce projet-là ne marchait pas. Bah, s'il faut passer par un coach pour accepter cette décision-là, c'est une très bonne chose. Donc, il va falloir, après toutes ces discussions, choisir un projet. Alors, choisir un projet, c'est plus choisir un domaine, plus qu'un métier, une filière, un domaine dans lequel on veut travailler. C'est s'habituer à créer une question plus qu'une interrogation. C'est-à-dire, on se met en recherche, euh, c'est pourquoi je ne serais pas, pourquoi je ne travaillerai pas dans l'informatique. Donc, c'est ce que j'appelle créer une question. Et cette question va chercher des réponses et on va habituer notre enfant à se renseigner face à ces questions, face à cette question qu'il s'est posée lui-même. Et on va, voilà, telle question génère telle question, telle question, telle question. Et on va s'habituer ensemble à aller chercher les réponses à toutes ces questions. Tu veux travailler dans l'informatique, il y a 3 niveaux d'études. Il y a des études publiques, des études privées. Il y a beaucoup de métiers dans l'informatique. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire de la création? Est-ce que tu veux faire du code pur? Voilà. Tout ça, ce sont des questions qu'il faudra qu'il se pose lui-même. Et dédramatiser. Vraiment, c'est un message tout au long de l'accompagnement de nos enfants. Il faut avoir cette idée en permanence. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché du travail. Il y a des réponses à beaucoup de questions. Il faut vraiment simplement qu'on trouve sa bonne place, mais sa place existe. Leur faire comprendre que la vie, c'est pas une compétition, parce qu'on a un milieu scolaire qui les pousse à être les meilleurs sur Parcoursup, on a des compétitions dans les classes pour rentrer en prépa, pour rentrer dans les meilleures prépas. Et ceux qui sont pas en tête de classe, c'est difficile. Ils ont toujours cette idée qu'il y a de la compétition et peut exister chez certains une idée que en fait, il n'y a que de la place pour les premiers. Alors, ils ne le disent pas, ils ne le verbalisent pas, mais c'est quelque chose qui peut être ancré chez eux. Donc, vraiment dédramatiser. Il y a de la place pour tout le monde, il y a des belles places pour tout le monde, euh, et, euh, et ça les déstresse énormément. Et après, c'est beaucoup plus facile de construire un projet avec cette idée de on va trouver. On va trouver. Je le redirai en conclusion, mais il y a toujours plein de façons de rebondir. Donc, même s'ils ne partent pas dans la bonne direction, il existe des passerelles. euh, donc, il faut toujours, voilà, à chaque situation, il y aura une solution. Donc, je pense que vraiment tout au long de la construction du projet professionnel, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit positif avec eux, parce que réellement, ces solutions, elles existent. Et on- voilà, j'ai jamais vu d'échec. On a toujours trouvé des solutions à tous les enfants qu'on a accompagnés. Donc maintenant voilà, qu'on a trouvé une filière, qu'on a trouvé un domaine d'orientation grâce aux quelques outils que j'ai présentés, donc on a réalisé l'intersection entre la personne et le monde du travail, on va rajouter la contrainte des études. Alors ici, j'ai choisi de présenter quelques questions qu'on me pose souvent, qui reviennent souvent, et les éléments de réponse que j'ai de mon expérience. Donc la première question, c'est quel niveau de formation? Donc en termes avant le bac, donc quel bac? Bac professionnel, bac technologique, bac général. Alors, pour présenter ces différents bacs, je vous conseille vraiment le site de l'ONICEP qui présente avec des petites vidéos ces 3 niveaux de formation.
qui dédramatise énormément cette question et qui présente les enjeux liés à chaque filière. Sur cette question-là, je vous conseille vraiment d'être à l'écoute de l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique n'est pas payée au rendement de tel remplissage de tel bac. En général, l'équipe pédagogique cherche vraiment le bien de votre enfant. Dédramatiser, il n'y a rien d'humiliant à envoyer en bac professionnel, en bac technologique, en bac général. Le but du jeu, c'est vraiment que votre enfant soit en situation de réussite dans la formation qu'on a choisie. Et, euh, et envoyer un enfant dans un niveau, alors c'est certes, hein, le bac général est plus dur que le bac technologique, que le bac professionnel, mais envoyer un enfant dans un bac dans lequel il n'aura pas le niveau, c'est pas une bonne idée. Parce que finir avec un petit bac général, sur Parcoursup, on le redira, bah, ils seront en concurrence avec des gens qui ont un bac technologique et qui ont accès, par exemple, à des prépas. Et nous, nos élèves se font piquer, entre guillemets, la place par des bacs techno. Mais voilà, on avait prévenu en fin de seconde. Alors, c'est difficile. C'est peu dans les cultures de toutes les familles d'envoyer dans tous les bacs, mais vraiment à l'écoute de l'équipe enseignante, allez visiter les établissements qui proposent. Euh, voilà, j'ai beaucoup de. J'en vois. En fin de seconde, j'essaye d'envoyer beaucoup d'élèves en bac technologique. Alors, moi, dans mes filières scientifiques, c'est le bac STI2D et ST2S, qui vont quasiment vers les mêmes métiers que les bacs généraux que je prépare. Et c'est des enfants qui étaient vraiment en fond de classe en bac général, qui redoublent ou qui partent en bac STI2D et qui sont vraiment en tête de classe, qui sont en situation de réussite et qui vont bien mieux se passer sur Parcoursup. Donc vraiment, ne négligez pas bac professionnel, bac technologique. Quelle formation? Donc là, voilà, on est sur le post-bac. Donc les questions qu'on se pose, voilà, on a une filière. Alors, donc les moyens pour choisir la filière post-bac. Donc, les visites des salons d'orientation, il y en a beaucoup. Ça vaut le coup. On rencontre des professionnels, on rencontre voilà, des anciens élèves. Les journées portes ouvertes. N'hésitez vraiment pas à y participer. Beaucoup de formations notent le nom des élèves qui viennent aux journées portes ouvertes. Et en effet, il y a un petit plus dans le dossier. Et il y a beaucoup plus de chances d'être pris dans une formation si vous avez participé aux journées portes ouvertes ou si vous avez laissé votre nom quelque part. Ça montre un intérêt pour la formation. Et je voudrais recommander aussi le moteur de recherche de formation Parcoursup. Donc là, c'est pas Parcoursup en tant que, pardon, c'est pas Parcoursup en tant que plateforme qui va dispatcher les élèves, mais en tant que moteur de recherche, ils ont voilà, en bas à gauche, à droite, ils ont un très bon moteur de recherche qui référence beaucoup de formations et le site est assez bien fait. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le nom d'une filière, vous mettez un domaine, vous mettez une zone géographique et vous avez tous les niveaux toutes les filières possibles qui permettent d'emmener dans ce domaine-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il comprend assez bien ce que vous cherchez et les recherches sont très larges. Et je reviens aussi sur l'écoute à l'équipe enseignante. C'est l'équipe enseignante connaît votre enfant. Alors c'est vrai, il y a souvent des situations de conflit. On ne veut pas entendre ce que l'équipe enseignante, on ne veut pas entendre qu'il faut peut-être un bac technologique. Le but d'une équipe enseignante, voilà, c'est d'accompagner votre enfant. On n'est pas là on n'est pas là pour mettre votre enfant dans une situation dans laquelle il ne sera pas en situation de réussite. C'est vraiment notre objectif. Donc, ils connaissent bien votre enfant et ils connaissent bien les filières. Quel lycée? C'est aussi une question qui me revient assez souvent. Quelles sont les questions à se poser? La première question, c'est est-ce que ce lycée propose les filières souhaitées? Alors, certes, des fois, on va pouvoir, pour d'autres raisons, choisir un autre lycée, notamment voilà, le deuxième point, qui est la proximité et l'adéquation avec l'équilibre familial. Donc, voilà, choix entre voilà, deux critères qui peuvent rentrer en compétition. Pourquoi pas changer un tout petit peu la filière si le lycée est plus près, va permettre de revenir, de ne pas être en pension. Voilà, vous connaissez votre enfant. Public ou privé? Grande question. Alors la seule réponse que je vais apporter, c'est ce qu'on entend très souvent,
c'est est-ce que les lycées privés sont défavorisés sur Parcoursup? On y reviendra sur la dernière diapositive. Je ne pense pas. La vraie question qu'on a à se poser ici, c'est quand je vais choisir le lycée, je veux mettre mon enfant en situation de réussite la première année après le bac. C'est-à-dire, concrètement, la question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que je vais mettre mon enfant dans un petit lycée pour qu'il ait des très bonnes notes sur Parcoursup et ensuite, eh ben, il intégrera une très bonne école sur Parcoursup et voilà, ce qu'il n'aurait pas atteint dans un autre lycée un peu plus élitiste. Je ne pense pas que ce soit un bon calcul. Il faut faire confiance au lycée il faut choisir un lycée qui va bien nous préparer au post-bac. Et on y reviendra sur les choix de Parcoursup sur les lycées, mais les lycées privés sont très peu défavorisés sur Parcoursup. Autre question qu'on me pose souvent, c'est quelles sont les spécialités pour un bac général. Donc là, je m'intéresse au dernier type de bac. Vous savez, je vous apprends qu'en première, il faut choisir 3 matières principales à raison de 4 heures semaine. Donc, c'est vraiment les 3 matières qui vont faire une grosse partie de l'emploi du temps. Et ces matières, il faut les choisir en fin de seconde. Alors, il va falloir choisir des spécialités qui sont en lien avec le projet post-bac. Donc, sur le site Parcoursup, quand vous choisissez une filière, par exemple une prépa assez élitiste, vous allez sur le site de cette filière-là et vous allez voir qu'il existe que les spécialités de première recommandées sont indiquées. Par exemple, je veux aller en MPSI, vous allez voir qu'en première, on conseille de faire maths, physique et informatique ou SVT. Donc, des spécialités en lien avec le projet post-bac, ça paraît évident comme c'est dit comme ça, enfin la façon dont c'est dit. En fait, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de projet d'orientation ou qui ont un projet assez défini, mais qui vont choisir des spécialités en fonction de leur affinité. J'ai beaucoup aimé mon prof d'histoire en seconde. Je voudrais continuer l'histoire, bien que je parte pour une prépa. Je conseille vraiment pas. Ou alors, on redéfinit le projet professionnel. Mais choisir une spécialité qui n'est pas en lien avec le projet post-bac, c'est très difficile. Parce que, voilà, après, au moment de se placer sur Parcoursup, on n'aura pas les spécialités qui sont demandées pour la filière, demandée après le bac. Je conseille aussi de prendre des spécialités qui sont cohérentes entre elles, une cohérence des spécialités. C'est pas obligé avec le nouveau bac. Avec le nouveau bac, on peut faire physique, SVT et, par exemple, je peux prendre de l'histoire géo. Donc 3 spécialités, 2 cohérentes entre elles, physique, SVT, et histoire géo qui n'a rien à voir. Ça va aussi créer des... Alors pourquoi? Alors par exemple, la triplette qui va poser problème, par exemple, ça va être mathématiques, physique et histoire géo. Parce en terminale, il va falloir arrêter une des spécialités. Et si par exemple votre enfant est en difficulté en mathématiques, donc il va vouloir arrêter la spécialité mathématique, il va se retrouver avec histoire géo, physique, et ces 2 spécialités qui n'ont rien à voir entre elles. Et alors pour placer un enfant qui a physique et histoire géo sur Parcoursup, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est l'idée de je veux me garder un choix pour la suite, mais en fait, le choix, il se fait de lui-même parce que les mathématiques, on va m'obliger à les arrêter parce qu'elles deviennent encore plus difficiles en terminale. Donc, je conseille des spé cohérentes dès le début de la classe de première. Alors, le choix des spécialités fait l'objet de nombreuses questions parce qu'en fait, derrière les enseignants, c'est le nombre d'heures qu'ils vont avoir. Donc, les enseignants ont intérêt à recruter en seconde. Donc, les profs de seconde sont peuvent inciter à prendre leur spécialité. Donc, vraiment, revenir au projet post-bac et est-ce que mon enfant est en situation de réussite avec ses spécialités. Voilà, le site Parcoursup, comme je le disais tout à l'heure, permet de voir quelles sont les spécialités qui sont demandées pour la formation que je cherche. Et Parcoursup. Parcoursup qui fait l'objet de beaucoup de questions. Est-ce que c'est une IA complètement anonyme qui broie les élèves? Alors Parcoursup, c'est simplement une plateforme web qui va dispatcher les élèves selon leur choix. Alors certes, il va y avoir des critères de tri, mais Parcoursup n'a rien d'une IA complètement aléatoire. C'est-à-dire que si tout le travail en amont a été fait,
l'élève va demander une formation qui est en adéquation avec son niveau. Et les formations supérieures n'ont aucun intérêt à prendre des élèves qui ne sont pas du niveau de leur formation. Donc en fait, les formations supérieures connaissent le lycée d'origine et le connaîtront toujours. Je n'imagine pas un seul instant que les formations ne connaissent pas le niveau des lycées. Et donc, aller choisir un lycée de plus bas niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une mauvaise idée. Euh, voilà. Alors, ce qui peut expliquer tout ce qu'on entend sur Parcoursup, alors dit de façon un petit peu méchante, ce sont des statistiques à un échantillon de 3 personnes. C'est on m'a dit que, j'ai entendu que, voilà. Donc, un échantillon, 3 personnes. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Parcoursup, les moyennes ont beaucoup augmenté en terminale. C'est un effet mécanique. Voilà, les moyennes sont bien plus élevées qu'à 15 ans. Donc, aujourd'hui, un élève qui a 16 de moyenne, il est en milieu de classe. Il y a 15 ans, un élève qui avait 16 de moyenne, il était en tête de classe. Donc, il intégrait des très bonnes prépas. Aujourd'hui, un élève qui est en milieu de classe, comme il y a 15 ans, n'intègre pas des très bonnes prépas. Donc, on va entendre des histoires du type, bah voilà, le fils machin, il avait 16 de moyenne, il a pas intégré, en fait, il avait 16 de moyenne, mais il était en milieu de classe. Donc toujours, voilà, allez, Parcoursup va regarder le classement de l'élève dans le groupe et le classement du lycée. Et statistiquement, les moyennes, enfin les statistiques n'ont pas changé sur 15 ans. C'est-à-dire que nous, on intègre toujours nos 2 premiers élèves dans des très bonnes prépas, comme il y a 15 ans. Donc Parcoursup n'a rien changé à ça. Le seul effet que Parcoursup que j'ai observé, c'est par exemple, c'est un éloignement des élèves de leur famille. C'est-à-dire qu'ils, alors voilà, avant, ils candidataient sur une région assez proche de chez eux. Parcoursup a quand même donné un recrutement national. Donc voilà, si vous voulez garder, enfin, si pour les raisons vos raisons familiales, vous voulez que votre enfant soit près de chez vous, voilà, Parcoursup peut quand même avoir cette compétition nationale où des élèves de Toulouse vont aller par exemple à Tarbes, pour notre cas, alors qu'il y a des lycées équivalents, mais du fait de la concurrence, voilà, il y a cet éloignement géographique qui est possible. Voilà. En conclusion, voilà, j'ai apporté plus de questions que de réponses. J'espère avoir suscité quelques questions, voilà, que vous allez avoir avec votre enfant. Une dernière chose sur laquelle je voulais venir, c'est voilà, cette idée que des enfants ont de vouloir tout changer. Ça y est, je change mon projet d'orientation, j'arrête tout. C'est le mois de novembre. Euh, donc dans ces cas-là, j'invite voilà, à continuer l'année. Quand on s'est engagé pour un an, bah, on finit l'année tout en construisant un autre projet pour l'année d'après. Si vraiment c'est impossible de continuer cette année, l'orienter vers un petit boulot. Il va aller faire les vendanges en Australie pour apprendre l'anglais. Il va aller faire du babysitting dans une famille en Angleterre. Voilà, le réorienter là-dessus. Mais ces idées de tout changer, voilà, laisser un petit peu de temps avant de complètement tout changer. Mais toujours se garder cette idée voilà, il y a beaucoup d'opportunités, que finalement, il faut toujours se poser des questions et que les possibilités d'évoluer, de changer sont quand même importantes et qu'il existe toujours une belle place pour votre enfant. Voilà. Merci beaucoup François de nous éclairer un peu sur ces choix d'orientation et de nous déstresser surtout par rapport à toutes ces problématiques parce que c'est vrai qu'en tant que parent, quand on entend Parcoursup, on est parfois un peu tétanisé.